J'ai surpris mon mari, les mains encore chaudes du corps de ma grande sœur, et dans ses yeux, j'ai vu le reflet de ma petite sœur qui l'attendait au lit juste avant. Ce n'était pas une erreur d'un soir, c'était un complot familial, un festin où j'étais le plat principal sacrifié sur l'autel de leur avidité. Et quand j'ai hurlé la vérité, il n'a pas nié, il a ri, en me jetant à la figure que j'étais trop froide, trop française dans mon orgueil, pour mériter autre chose que l'abandon. Le soleil de ce matin de printemps à Paris filtrait à travers les volets mi-clos de notre appartement du Marais, projetant des rayures dorées sur le parquet usé que nous avions choisi ensemble lors de notre lune de miel à Provence. J'étais revenu plus tôt du marché d'Aligre, les bras chargés de fromage frais et de baguettes encore tièdes, imaginant déjà le dîner que nous partagerions avec mes sœurs, comme chaque dimanche. C'était notre rituel, un fil ténu reliant nos vies éparpillées, Claire, l'aînée ambitieuse qui dirigeait une galerie d'art à Montmartre, Sophie, la cadette insouciante qui jonglait entre des cours de théâtre et des amours éphémères, et moi, Élise, la stable, l'épouse modèle, la sœur qui tenait tout ensemble avec des sourires polis et des invitations à dîner. Mais ce jour-là, en poussant la porte d'entrée celle qui grinçait toujours un peu, comme un avertissement que j'ignorais, j'ai entendu les voix. Pas des murmures complices, non, des rires étouffés, des souffles haletants qui venaient de notre chambre. Mon cœur a cogné une fois, 2 fois, avant que mes pieds ne se meuvent d'eux-mêmes. La porte de la chambre était entr'ouverte, juste assez pour que je voie Marc, mon mari de 7 ans, torse nu, penché sur Claire. Ses mains à elle, agrippées à ses épaules, et sur la table de nuit, le téléphone de Sophie allumé, un message non effacé, reviens vite, elle n'est pas encore là. Je t'attends nu. Le monde s'est figé. Pas de cri immédiat, pas de larmes. Juste un vide, un froid qui montait de mon estomac comme un vin aigre qui refuse de descendre. J'ai reculé, silencieuse, et je suis allé dans la cuisine. Là, j'ai pris le couteau, celui avec lequel je tranchais les herbes pour nos plats provençaux et je l'ai serré si fort que mes jointures ont blanchi. Mais je n'ai pas frappé. Pas encore. J'ai attendu, assis par terre contre le frigo, écoutant les derniers échos de leur plaisir coupable filtrer à travers les murs. Quand ils sont sortis, riant encore, Claire ajustant sa jupe crayon impeccable, Marc nouant sa cravate avec cette nonchalance qu'il réservait aux jours ordinaires, je me suis levé. Lentement. Comme si chaque mouvement était une sentence que je prononçais contre moi-même. Élise, a dit Claire, son sourire se figeant comme du plâtre frais. Marc s'est arrêté net, son regard passant de la surprise à la culpabilité en une fraction de seconde. Mais il n'a pas parlé. C'est moi qui ai brisé le silence, d'une voix que je ne reconnaissais pas, plate, tranchante, comme le fil de ce couteau que je tenais toujours, caché dans mon dos. Combien de fois? Et avec Sophie aussi? Claire a pâli, ses lèvres peintes en rouge sans s'entr'ouvrant sans un son. Marc, lui, a essayé le déni d'abord, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague, non? Mais j'ai sorti le téléphone de Sophie, que j'avais ramassé en passant où elle l'avait laissé charger sur le comptoir, idiote qu'elle était. Le message brillait comme une preuve accablante sous la lumière crue de la lampe de cuisine. Lis, ai-je dit, en le lui tendant. Ses yeux ont balayé l'écran, et là, le rire. Un rire bref, nerveux, qui s'est mué en quelque chose de plus sombre. Et alors? Tu crois que ça change quoi? Tu es si prévisible, Élise. Toujours à tout organiser, à tout contrôler. Claire et Sophie, elles vivent. Elles sentent. Toi, tu comptes les jours jusqu'à la retraite. Ces mots m'ont giflé plus fort que n'importe quel coup. Claire, à côté, a murmuré un pardon qui sonnait faux, comme une excuse pour un café renversé. Mais je voyais Claire maintenant, ce n'était pas une liaison isolée. C'était une trahison en trio, un pacte scellé dans nos dîners familiaux, dans les confidences chuchotées quand je lavais la vaisselle. Combien de fois avais-je vu Marc s'attarder sur le décolleté de Claire, ou rire un peu trop fort aux blagues de Sophie? J'avais mis ça sur le compte de la complicité fraternelle. Aveugle. Stupide. Française jusqu'à la moelle, avec mon éducation catholique qui m'avait appris à pardonner avant même de comprendre. Ai-je dit enfin, à Marc. Pas un hurlement, juste un ordre. Il a hésité, regardant Claire comme pour un soutien, mais elle a baissé les yeux. Et toi aussi, ai-je ajouté, en me tournant vers ma sœur. Elle est sortie la première, claquant la porte derrière elle, ses talons résonnant dans l'escalier comme des coups de feu. Marc est resté. Longtemps. Assez pour que je sente l'odeur de son parfum mélangé à celle de Claire, un musc bon marché qu'elle achetait chez Sephora.
Je vais faire mes valises, a-t-il dit enfin. Et ne t'inquiète pas pour l'appartement. On le vendra, et tu auras ta part. Comme si c'était une transaction immobilière, pas la fin d'une vie. Il est parti cet après-midi-là, avec 2 valises et un regard qui ne croisait plus le mien. La porte s'est refermée, et le silence m'a englouti. Seul, dans cet appartement qui puait encore le sexe et la trahison. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue en contrebas, des Parisiens pressés, des couples main dans la main, indifférents à mon effondrement. Et là, pour la première fois, une étincelle. Pas de larmes, oh non, les larmes viendraient plus tard, la nuit, quand le vin ne suffirait plus à noyer la douleur. Non, une rage pure, viscérale, qui montait comme la Seine en crue. Il m'avait volé non seulement mon mari, mais ma famille. Mes sœurs, ces ombres que j'avais toujours protégées au clair après la mort de maman, quand papa s'est noyé dans le whisky, Sophie, quand elle a fugué à 16 ans pour un garçon qui l'a laissée enceinte et seule. J'avais été leur pilier. Et en retour, elles avaient rongé les fondations de ma propre maison. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux à un millésime que Marc avait apporté de ses voyages d'affaires. J'ai bu lentement, laissant le tanin râper ma gorge, et j'ai commencé à noter. Pas un journal intime, non, une liste. Des faits. Des dates. Des preuves. Parce que la vengeance, en France, n'est pas un caprice, c'est une vendange patiente, où l'on sélectionne les grappes les plus mûres pour les écraser sous le talon. J'ai fouillé son ordinateur, que j'avais pris soin de débrancher avant son départ. Des mails. Des photos. Des nuits d'hôtel payées avec notre carte commune. Claire, dans des pauses lascives envoyées depuis son atelier, Sophie, des selfies nus pris dans notre propre salle de bain. Et Marc, répondant à tout avec une avidité qui me donnait la nausée. Mais au-delà de la bile, il y avait une clarté nouvelle. Je n'étais plus la femme brisée. J'étais Élise, la stratège. Celle qui avait gravi les échelons à la banque sans piston, qui négociait des prêts avec des requins en costume 3 pièces. Demain, j'irai voir un avocat. Pas pour le divorce, ça viendrait, mais pour geler les comptes. Ensuite, la galerie de Claire, un appel anonyme au fournisseur, un soupçon de fraude artistique. Pour Sophie, ses rêves de théâtre, une rumeur lancée dans les cercles parisiens, juste assez pour que les directeurs tournent la tête. Et Marc? Oh, lui, il paierait le plus cher. Car en France, on ne pardonne pas, on calcule. Et mon calcul, il commençait à 0, mais il grimperait jusqu'à l'inévitable faillite de leurs âmes. Le lendemain matin, le Marais s'éveillait sous un ciel d'azur implacable, comme si Paris elle-même refusait de porter le deuil pour une femme comme moi. J'ai enfilé un tailleur noir, celui que j'avais porté à l'enterrement de maman, serré la ceinture un cran plus fort, et je suis sorti. Pas pour errer, non, pour agir. La première étape, l'avocat. Maître Duval, un homme sec comme un croquant au citron, installé dans un cabinet du quartier latin, m'a reçu sans rendez-vous. Ses lunettes en écaille glissaient sur son nez quand il lisait les impressions que j'avais apportées au CME, ses factures d'hôtel. Madame, a-t-il dit d'une voix qui grinçait comme du vieux chêne, c'est du solide. Adultère flagrant, et avec complicité familiale. On peut demander une pension, la maison, et même des dommages pour humiliation morale. Les juges français sont sensibles à ça, surtout quand il y a trahison sanguine. J'ai hoché la tête, sentant une chaleur monter dans ma poitrine, pas de la honte, mais du pouvoir. Et pour les ruiner, ai-je murmuré, presque malgré moi. Il a levé un sourcil, mais n'a pas jugé. Légalement, on peut geler les actifs communs dès aujourd'hui. Pour le reste. Eh bien, la loi est une arme, mais elle n'est pas la seule. Il m'a tendu un formulaire, et j'ai signé d'une main ferme. En sortant, l'air chargé d'odeur de croissants chauds des boulangeries m'a frappé comme une moquerie. Comment le monde pouvait-il continuer, si banal, quand le mien s'effondrait? De retour à l'appartement, j'ai fouillé plus profond. Le portable de Marc, oublié dans un tiroir où il avait toujours été négligent, ce qui rendait sa duplicité encore plus risible. Des messages vocaux de Sophie, sa voix essoufflée, gémissante, promettant des nuits qu'elle ne pouvait offrir qu'en cachette. Viens ce soir, après qu'Élise soit endormie. J'ai mis cette lingerie que tu aimes, celle avec les jarretières. Et Claire, plus subtile, dans des mailles, pense à notre projet. Élise ne soupçonne rien, elle est trop occupée à jouer les parfaites épouses. Leur projet. C'était ça, me rayer de l'équation, me transformer en figurante dans leur triangle adultérin. J'ai écouté,
enregistré, et une nausée familière m'a tordu les tripes. Mais au lieu de vomir, j'ai ri. Un rire sec, qui résonnait dans le vide de l'appartement. Parce que maintenant, je savais, la douleur n'était pas une faim, mais un carburant. L'après-midi, j'ai appelé Claire. Pas pour crier au non, ça aurait été trop facile, trop théâtral pour une Française de mon éducation. Soirée entre sœurs, ai-je proposé, d'une voix légère, comme si rien n'avait changé. Elle a hésité, sa voix tremblant à l'autre bout du fil. Élise. Après hier, je. Viens, ai-je insisté. On en parle. Du vin, des confidences. Comme avant. Elle a accepté, bien sûr. La culpabilité est une chaîne, elle nous attire toujours vers le bourreau. Sophie est arrivée la dernière, ses boucles blondes en désordre, son parfum trop sucré emplissant la pièce. Elles se sont assises autour de la table de la salle à manger, là où nous avions partagé tant de repas, et j'ai servi le Bordeaux le même que la veille, mais versé dans des verres plus hauts, plus fragiles. Je sais tout, ai-je dit calmement, en m'asseyant en face d'elle. Pas de couteau cette fois, juste les mots, aiguisés comme des lames de guillotine. Claire a sursauté, renversant une goutte de vin sur la nappe blanche. Sophie, elle, a rougi jusqu'aux oreilles, ses yeux fuyant vers la fenêtre. Marc m'a tout raconté avant de partir. Les nuits, les mensonges. Vous deux, ensemble avec lui. Ma grande sœur, qui m'a appris à ne jamais faire confiance aux hommes après papa. Ma petite, que j'ai élevée quand maman est partie. Les larmes ont coulé alors, chez elle ou pas chez moi. Claire a bredouillé, c'était une erreur, Élise. Une faiblesse. Marc. Il nous a séduites, il a dit que tu ne l'aimais plus vraiment. Sophie a hoché la tête, pathétique, on était saoul, un soir après ton anniversaire. Et puis. Ça a continué. J'ai écouté, feignant l'empathie, remplissant leur verre quand ils se vidaient. La vérité? C'était plus profond. Claire avait toujours envié ma stabilité au son mariage raté, ses dettes à la galerie. Sophie, ma jeunesse préservée, tandis qu'elle enchaînait les échecs. Marc, lui, cherchait l'exotisme familial, le tabou qui pimentait son quotidien de banquier ennuyeux. Mais je n'ai rien dit de ça. À la place, j'ai souri. On pardonne en famille, n'est-ce pas? Buvons à ça. Elles ont trinqué, soulagées, ignorant que le vin contenait juste un peu de laxatif, rien de mortel, juste assez pour les plier en deux toute la nuit, pour qu'elles se souviennent de la nausée que j'avais ressentie. Elles sont parties tard, titubantes, promettant de réparer. Mais en refermant la porte, j'ai sorti mon téléphone. Un numéro anonyme, un contact à la banque, vérifier les comptes de Marc Lemoine. Fraude possible sur des transactions personnelles. Pas une accusation totale, juste une graine plantée. Et pour Claire, un mail à un critique d'art influe, la galerie de Claire Dupont expose des faux. Vérifier les provenances. Subtil. Logique. Français. La nuit est tombée sur Paris, les lumières de la Seine scintillant comme des promesses de châtiment. Allongé dans notre lit vide, j'ai fermé les yeux, imaginant leur tourment à venir. La vengeance n'est pas un feu, c'est une braise qui couve, attendant le vent pour consumer tout. Les jours suivants se sont étirés comme un automne pluvieux sur la Normandie, gris et implacable, mais intérieur à mon rythme calculé. J'ai pris un congé sabbatique à la banque raison personnelle, ai-je dit à mon supérieur, qui n'a pas osé creuser. Seul dans l'appartement, j'ai transformé la chambre en quartier général, des carnets noircis de notes, un tableau blanc couvert de timeline, des flèches reliant nom et date comme les schémas d'un crime non résolu. Marc m'avait sous-estimé, mes sœurs, pire, m'avaient oublié. Mais moi, je me souvenais de tout. De la façon dont Claire avait pleuré sur mon épaule après son divorce, jurant que les hommes étaient des porcs. De Sophie me suppliant de payer son avortement secret à 18 ans, promettant une éternelle gratitude. Et Marc, ce soir où il m'avait demandé en mariage sous la tour Eiffel, ses yeux brillants d'une sincérité que je croyais éternelle. Le premier coup est tombé sur Claire. J'ai attendu une semaine, le temps que la rumeur fermente. Son appel est arrivé un mardi matin, hystérique, Élise. La police est venue à la galerie. Il parle de faux tableaux, d'argent blanchi. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai laissé le silence s'étirer, puis, moi? Comment pourrais-je? Tu sais bien que je t'aime. Mais intérieurement, j'exultais. J'avais contacté un ancien collègue restaurateur d'art,
feignant une inquiétude fraternelle sur des pièces douteuses. Il avait vérifié, trouvé des irrégularités au pas fabriquées, mais amplifiées par ma suggestion subtile. Claire a sangloté au téléphone, implorant mon aide. « Viens, ai-je dit. On règle ça ensemble. » Quand elle est arrivée, les yeux bouffis et le maquillage en ruine, je l'ai fait asseoir dans le salon. Pas de thé, du café noir, amer comme la vérité. « Raconte-moi tout, ai-je demandé, et elle a craqué. Les détails sordides, la première fois avec Marc, lors d'une vernissage où j'étais trop occupé à networker. Comment Sophie s'était jointe, curieuse, jalouse. On pensait que ça te réveillerait, Élise. Que tu arrêterais d'être si parfaite. Parfaite. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai écouté, hochant la tête, et quand elle a fini, j'ai sorti une enveloppe. Voici de quoi payer un avocat. Mais en échange, dis-moi où est Marc. Elle a pâli, mais a donné l'adresse, un studio à Belleville, loué sous un faux nom. En la raccompagnant, je l'ai serré dans mes bras, un geste sororal, empoisonné. On s'en sortira, ai-je murmuré. Mais en mon fort intérieur, je notais, prochaine étape, exposer ses dettes aux investisseurs. Sophie, elle, a frappé à ma porte 2 jours plus tard, sans appel préalable. Sa silhouette frêle dans l'encadrement, comme un fantôme de notre enfance à Rouen. Élise, j'ai raté un casting. Ils disent que j'ai une réputation. Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux, verts comme les miens, imploraient. J'ai laissé entrer la tempête. On s'est assise sur le balcon, face à la cour intérieure où les chats miaulaient leurs secrets. Elle a déballé son sac, les nuits avec Marc, les regrets, les justifications puériles. Il était si gentil avec moi, Élise. Contrairement à toi, qui est toujours si distante. Distante. Encore un poignard. J'ai souri, versant du thé à la menthe marocain, comme celui que nous buvions petite fille. Et maintenant? Tu l'aimes encore? Elle a nié, mais ses joues ont rougi. Alors j'ai lâché la bombe, il t'a utilisé, Sophie. Comme Claire. Et moi? J'étais le prix à payer pour votre silence. Elle a pleuré, longuement, et j'ai feint la compassion, caressant ses cheveux comme maman le faisait. Mais pendant ce temps, mon esprit tournait, ses profils sur les réseaux, ses amis du théâtre. Un message anonyme à son agent, Sophie Moreau impliquée dans un scandale familial. Vérifié. Pas de mensonge, juste une ombre jetée sur sa lumière fragile. Quand elle est partie, promettant de se racheter, j'ai fermé les yeux, sentant le poids de la solitude s'alléger. Pas par pitié, par précision. La vengeance est un art, en France, on sculpte la pierre avec patience, jusqu'à ce qu'elle craque. Marc, lui, restait l'ombre. J'ai loué une voiture ou une Renault discrète, gris souris et je suis allé à Belleville un soir de semaine. Le quartier bruissait de vie immigrée, d'odeurs d'épices et de graffitis criards. Son immeuble, un bloc anonyme, puait l'urine et les regrets. Je me suis garé en face, observant. Il est sorti vers 20h, costume froissé, sac de sport à l'épaule direction une salle de gym, sans doute pour évacuer la culpabilité. J'ai attendu qu'il rentre, 2 heures plus tard, transpirant, seul. Puis j'ai glissé une lettre sous sa porte. Pas de menaces, des faits. Copie des mails, des photos. Et au bas, la banque sait. Tes collègues aussi, bientôt. Son appel est venu à minuit. Élise, bordel, qu'est-ce que tu fous? Sa voix, rauque de panique. J'ai répondu d'un ton serein, je répare, Marc. Ce que tu as cassé. Il a juré, supplié, promis un divorce propre. Mais j'entendais le tremblement, la peur d'un homme habitué à gagner. Reviens, a-t-il dit enfin. On peut t'oublier. Oublier. Le mot m'a fait rire, un son froid dans le silence de l'appartement. Non. C'est toi qui oublieras tout, ton job, ta réputation, ta liberté. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi d'un sommeil profond, bercé par les sirènes lointaines de Paris. La toile se resserrait, bientôt, il danserait à mon rythme. L'été a éclaté sur Paris comme une grenade trop mûre, lourd et oppressant, transformant les rues en four où les Parisiens se hâtaient vers la clim artificielle des cafés. Moi, je restais dans l'appartement, fenêtres ouvertes sur la chaleur moite, laissant la sueur couler comme des larmes refoulées. Les nouvelles arrivaient par bribes, comme des pigeons messagers lâchés dans le ciel. Claire avait fermé la galerie temporairement,
pour raisons administratives, Sophie avait perdu 2 auditions, murmurant à des amis que quelque chose la suivait comme une malédiction. Marc, lui, avait été convoqué par la banque, une enquête interne sur des dépenses injustifiées. Chaque coup était mien, invisible, tissé dans le quotidien avec la précision d'une broderie lyonnaise. Mais la victoire a un goût aigre quand elle est solitaire. Les nuits, seul dans le lit king size qui semblait un océan de draps froids, je revivais les scènes, non pas les trahisons, mais les bonheurs volés. Notre mariage à la mairie du 4e arrondissement, Marc en queue de pie, jurant fidélité devant un officier blasé. Les Noëls à Rouen, où Claire et Sophie riaient de mes cadeaux pratiques, un foulard pour l'une, un livre pour l'autre, ignorant que je les choisissais avec l'amour d'une mère. Étais-je vraiment si froide? Si prévisible? Les questions me rongeaient, creusant des sillons dans mon sommeil. Un soir, j'ai craqué, un appel à une vieille amie de faculté, psychologue à Saint-Germain. « Viens, a dit Léa. Avant que la rage te bouffe de l'intérieur. » Son cabinet, niché dans un hôtel particulier aux murs tapissés de livres jaunis, sentait le thé vert et les secrets confiés. Assise sur un fauteuil crapaud, face à son regard perçant, j'ai déversé, la découverte, la liste, les coups portés. Elle a écouté sans juger, hochant la tête comme on caresse un chat sauvage. Élise, a-t-elle dit enfin, la vengeance est un miroir. Elle te renvoie ton propre vide. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Les détruire, ou te reconstruire? Ces mots m'ont frappé comme un vent d'automne. Me reconstruire? J'avais passé ma vie à colmater les brèches des autres, qui le ferait pour moi? Je ne sais plus, ai-je avoué, et pour la première fois, les larmes sont venues eau chaude, salées, libératrices. Léa m'a tendu un mouchoir, et on a parlé. Pas de mes bourreaux, mais de moi, l'enfance volée par la mort de maman, le père alcoolique qui nous avait laissés à nous-mêmes, mon mariage comme un rempart contre le chaos. Tu n'es pas froide, a-t-elle conclu. Tu es survivante. Mais la survie sans joie, c'est une prison. De retour au marais, j'ai rangé le tableau blanc. Pas par faiblesse ou non, mais par stratégie. La destruction pure mènerait à quoi? Un vide plus grand. Non, il fallait du sel sur les plaies, les faire saigner, puis regarder la cicatrice se former en rappel éternel. J'ai invité Claire et Sophie à nouveau, cette fois pour un déjeuner de réconciliation. Elles sont venues, méfiantes, Claire amaigrie, ses tailleurs flottant sur elle comme des regrets, Sophie nerveuse, triturant ses ongles rongés. Marc n'était pas convié, pas encore. On s'est assis à la terrasse d'un bistrot du quartier des Halles, sous les platanes qui filtraient le soleil en taches dansantes. Des salades niçoises, du rosé frais, banalité française pour masquer l'abîme. Je vous pardonne, ai-je dit, après le premier verre. Elles ont cligné des yeux, incrédules. Vraiment, a bredouillé Sophie. J'ai hoché la tête. Mais à une condition, la vérité totale. Pas d'omission. Et elles ont parlé. Claire a avoué les dettes qu'il avait poussées vers Marc où il promettait d'investir dans la galerie, Sophie, sa solitude après l'avortement, comment Marc l'avait réconforté. C'était pathétique, humain, et une partie de moi a saigné pour elle. Mais l'autre partie, la stratège, notait les failles, Claire avait signé des chèques au nom de Marc, Sophie gardait des cadeaux aux bijoux, payés avec notre argent commun. Et maintenant, ai-je demandé. Elles ont juré de rompre avec lui, de me rembourser. J'ai souri. Bien. Alors aidons-nous mutuellement. Ce qui suivait était un piège habile. J'ai proposé à Claire de contacter Marc pour un règlement amiable en réalité, pour l'attirer. À Sophie, de jouer l'appât, un message séducteur, feignant le regret. Il a mordu, bien sûr, ce poisson roi de l'ego masculin. Rendez-vous fixé dans un hôtel discret du 9e, sous prétexte d'une dernière nuit. Mais j'y étais, caché dans la chambre voisine, l'oreille collée au mur fin comme du papier à cigarette. Leur voix, rire forcé, excuses, puis gémissements. Quand ils ont fini, j'ai frappé à la porte communicante. Marc, nu comme un verre, a ouvert et s'est figé. Élise? Claire et Sophie, derrière lui, pâles comme des linges. Surprise, ai-je dit, tenant mon téléphone en mode enregistrement. Maintenant, on divorce. Et vous deux? Vous témoignez contre lui, ou vos secrets sortent. Il a essayé de négocier, de hurler, mais j'avais l'avantage, les preuves, le lieu, les complices. La nuit s'est terminée par son départ, humilié, promettant le silence. Mes sœurs, brisées, m'ont suivi dehors. Pourquoi, a pleuré Claire.
Pour qu'on se souvienne, ai-je répondu. La famille, ce n'est pas le sang. C'est le choix. Paris bruissait autour de nous, indifférente, mais pour la première fois, je respirais libre. La braise couvait encore, mais maintenant, elle réchauffait au lieu de brûler. L'automne a enveloppé Paris d'un manteau ocre et rouille, les feuilles des Tuileries craquant sous les pas des amoureux insouciants. Pour moi, c'était une saison de bilan, papier du divorce signé chez le notaire, une pile de factures réglées par Marc sous la menace voilée de poursuite. La banque l'avait suspendu au conflit d'intérêts, disaient les mémos internes que j'avais accidentellement divulgués. Claire avait rouvert sa galerie, mais sous surveillance, ses expositions désormais modestes, ses dettes restructurées avec mon aide généreuse d'un prêt à taux usuraires que je comptais bien faire fructifier. Sophie, elle, avait décroché un petit rôle dans une série Netflix tournée à Brie-sur-Marne, pas grâce à moi, mais malgré les rumeurs que j'avais savamment étouffées. Pour un temps. Pourtant, la paix était fragile, comme un macaron trop frais qui s'effrite au premier mort. Les nuits, encore, me hantaient, pas de cauchemars de trahison, mais de doutes. Étais-je devenu comme eux? Une manipulatrice, drapée dans la vertu de la victime? Léa, ma psy, creusait alors de nos sessions hebdomadaires. La frontière entre justice et vengeance est poreuse, Élise. Qu'est-ce qui te retient de tout lâcher? Je haussais les épaules, mais intérieurement, je le savais, la peur de l'oubli. Si je pardonnais vraiment, qui me vengerait de la douleur gravée dans ma chair? Un soir, après une séance particulièrement rude, j'ai marché le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Un accordéoniste jouait La Vie en rose, et pour la première fois, j'ai pleuré en public discrètement, comme une vraie Parisienne, essuyant mes joues d'un revers de manche. Marc a refait surface mi-octobre, via un mail laconique, besoin de parler. Pour l'appartement. Mensonge. Je l'ai su en lisant entre les lignes, il coulant, cherchant un pont pour ne pas sombrer. J'ai accepté, fixant le rendez-vous dans un café du Palais Royal, neutre, public. Il est arrivé en retard, les traits tirés, une barbe de 3 jours masquant à peine sa défaite. Élise, a-t-il commencé, commandant un espresso qu'il n'a pas touché. Je suis désolé. Vraiment. C'était une folie, une erreur que je paie cher. Ces yeux que j'avais aimés, imploraient. J'ai écouté, impassible, sirotant monter au jasmin. Et mes sœurs, ai-je demandé. Il a baissé la tête. Elle. On a arrêté. Tout. Mensonge, encore. J'avais vu les messages récents sur le cloud familial, un baiser volé à Claire lors d'une expo, un texto coquin à Sophie. Mais je n'ai rien dit. À la place, j'ai sorti une photo, nous trois, lors de notre dernier Noël, souriant, unis. Tu te souviens? Il a hoché la tête, la gorge nouée. C'était réel, Marc. Et tu l'as brisé. Il a tendu la main vers la mienne, un geste d'autrefois, mais je l'ai retiré. L'appartement est à moi. Tu signes, et tu disparais. Il a signé, sur place, d'une main tremblante. En partant, il a murmuré, je t'aimais, tu sais. J'ai presque cru au presque. Mais l'amour, en France, n'excuse pas la lame dans le dos. Claire et Sophie, sentant le vent tourner, ont multiplié les gestes, dîner forcé, cadeau maladroit, un vase pour l'appartement, un billet pour un spectacle. J'acceptais, souriante, mais à distance. La thérapie m'avait appris ça, le pardon n'est pas l'oubli, c'est une armure. Un soir, Claire a craqué lors d'un verre partagé au comptoir du Relais. Élise, je suis enceinte. Les mots ont suspendu le temps. De Marc? Oui. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais j'ai ravalé la bile. Félicitations, ai-je dit, feignant la joie. Intérieurement, le calcul recommençait, un test ADN, une pension paternelle forcée, qui ruinerait Marc pour de bon. Sophie, apprenant la nouvelle, a pâli, et moi? Et nous? J'ai haussé les épaules. C'est la vie, mes sœurs. Imprévisible. Mais la vraie tempête est venue de l'intérieur. Une nuit de novembre, pluie battante contre les vitres, j'ai rêvé d'elle, Claire enfant, courant dans les champs normands, Sophie, babillant ses premiers mots, Marc, me portant sur la plage de Deauville. Réveil en sueur, le cœur cognant. Étais-je monstre? Ou juste humaine, poussée au bord du gouffre? Le lendemain, j'ai convoqué les trois. Pas pour juger, pour clore. Dans l'appartement, sous les lumières tamisées, on s'est assis en cercle,
comme une thérapie familiale forcée. Assez, ai-je dit. La vengeance m'a sauvé, mais elle nous tue tous. Claire a pleuré, avouant la grossesse comme un fardeau, Sophie, son amour résiduel pour Marc comme une addiction, lui, son regret comme un poison lent. J'ai tendu la main à tous. On recommence. Pas comme avant. Mieux. Pas de promesses faciles, juste un armistice. Paris, dehors, s'assoupissait sous la pluie, mais en moi, une lumière perçait, pas la fin de la douleur, mais son alchimie en force. La famille, brisée, se recollait en mosaïque irrégulière, mais belle. L'hiver a mordu Paris de ses crocs glacés, transformant la ville en un tableau de brassailles, ombre longue, lumière jaune des bistrots luttant contre la nuit précoce. Pour moi, c'était une saison de renaissance, lente et douloureuse, comme une vigne taillée qui attend le printemps. L'appartement, vidé des affaires de Marc, respirait enfin, j'y ai accroché des toiles abstraites cadeaux ironiques de Claire, qui reprenaient goût à son art sans le poids des dettes. Sophie squattait souvent le canapé, répétant ses lignes pour la série, sa voix résonnant dans les couloirs comme un écho de notre enfance volubile. Marc. Éloigné, mais pas effacé, des virements mensuels pour la pension, des mailles polies sur la vente de meubles. Il avait trouvé un poste à Lyon ou une relégation professionnelle, douce comme une sentence suspendue. La nouvelle de la grossesse de Claire a tout accéléré. Échographie partagée lors de dîners chez moi, où l'on évitait les vins au profit de tisanes fades. C'est une fille, a annoncé Claire un soir de décembre, sous le sapin clairsemé que Sophie avait décoré de guirlandes kitsch. J'ai touché son ventre, sentant le battement ténu à un miracle dans la tourmente. Elle s'appellera Élise, a-t-elle dit, les yeux humides. J'ai ri, pour masquer l'émotion qui montait. Moi, marraine? La vengeuse devenue gardienne? La vie, cette farce française, avait le sens de l'ironie. Sophie, jalouse un instant, a fini par avouer, j'ai revu Marc. Une fois. Pour clore. J'ai tendu l'oreille, prête à la lame, mais elle a ajouté, c'était fini avant de commencer. Grâce à toi. Les fêtes sont venues, après cathartique. Pas à Rouen au trot de fantômes paternels, mais à Paris, dans un chalet loué en banlieue, avec cheminée crépitante et fondue au fromage qui colle les langues. On a parlé, vraiment, des failles, des peurs. Claire a confessé son envie de ma stabilité comme un poison lent, Sophie, sa peur d'être la ratée et de la fratrie, moi, mon armure forgée dans le silence familial. On s'est trahi, ai-je dit, face au feu qui dansait comme des démons apaisés. Mais on peut se choisir. Pas de pardon théâtral, juste des promesses concrètes, thérapie collective avec Léa, un fonds commun pour la galerie de Claire, un rôle plus grand pour Sophie dans ma vie. Marc est apparu au Nouvel An, via un appel vidéo maladroit. Joyeux anniversaire de mariage, a-t-il dit, sa voix éraillée par la distance. On était le 2 janvier à 7 ans jour pour jour. Claire, alerte, a pris l'iPad, félicitations pour le bébé. Il a pâli à l'écran. C'est le mien? Elle a hoché la tête, et j'ai vu le calcul dans ses yeux, paternité forcée, retour à Paris peut-être. On gérera, ai-je dit, fermement. Pour elle. Il a acquiescé, brisé mais reconnaissant. Fin de l'acte? Pas tout à fait. Quelques semaines plus tard, une lettre, sa démission de Lyon, un projet de retour. Pour être père. J'ai rangé le papier, neutre. La vengeance avait cicatrisé, restait la vigilance. Le printemps a surgi, timide, avec ses cerisiers en fleurs le long des quais. J'ai repris le travail à la banque, promu même résilience exemplaire, disait-il. L'appartement bourdonnait, rire de Sophie entre deux tournages, conseils artistiques de Claire, et bientôt, les cris du bébé Louise, finalement, un compromis. Moi? J'écrivais, la nuit, pas un journal, mais un roman. Des trahisons familiales, des vengeances subtiles, une femme qui se relève. Pour guérir, disais-je à Léa. Ou pour ne pas oublier. Un soir de mai, sous un ciel mauve, on s'est promené toutes les quatre Claire poussant la poussette, Sophie babillant, moi au milieu. La scène scintillait, indifférente aux drames humains. On est ensemble, a dit Claire. J'ai serré sa main. Oui. Et c'est assez. La douleur persistait, une cicatrice qui tire par temps humide, mais elle me rendait plus vive. En France, la vie n'est pas un conte, c'est une vendange, amère, abondante, transformée en nectar par le temps. Et moi, Élise, j'avais appris à presser le raisin jusqu'à la dernière goutte.